Si je vous dis Toutankhamon et reine, vous allez très probablement me répondre Néfertiti. Et c'est normal. C'est clairement une des 2 reines égyptiennes les mieux connues de toute l'histoire et dans le monde avec notre chère Cléopâtre. Pour autant, Néfertiti est une reine, mais c'est l'épouse d'un roi, forcément. Akhénaton, donc, est un roi qu'on a jugé à la fois tyran, fantasque, éclairé, fou, faible, complètement manipulateur. Toutes les étiquettes lui ont été collées. Mais Néfertiti n'est pas la seule épouse d'Akhénaton. Au sein de son harem, on trouve aussi une autre femme qui s'appelle Kiya. Kiya, elle a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'elle est à la fois assez connue et pas tant que ça. Comme pour Néfertiti, on a une quantité de théories autour de sa naissance, de ses enfants, de sa mort, absolument indécentes. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit aperçu de la vie de cette reine, moins célèbre que Néfertiti, mais tout aussi intéressante. Vous êtes avec Hécate, et bienvenue dans ce premier numéro d'Archéologiquement Vôtre. Bon, parlons peu, parlons bien. Pour comprendre un peu tous les liens qui unissent ces différents protagonistes dont on va parler, on va faire un petit point sur le harem égyptien, ou plutôt les harems, puisqu'il en existe plusieurs disséminés à travers toute l'Égypte. Un harem, donc, ce n'est pas le harem ottoman où les dizaines de jeunes filles et de jeunes femmes attendent langoureusement que le pharaon revienne le soir. Non. Les harems, déjà, parce qu'il en existe des dizaines, répartis dans toute l'Égypte, ce sont des lieux donc de vie, de production et d'instruction. Ce sont des lieux de vie puisque c'est là qu'on va trouver donc, la grande épouse royale, l'épouse principale du pharaon, sa mère, ses sœurs, ses tantes, ses filles, et également toute une partie de ses enfants lorsqu'ils sont jeunes. Ce qui rejoint donc notre deuxième point, c'est un lieu d'éducation. C'est là que sont élevés les enfants du pharaon, mais également les fameuses jeunes filles de la noblesse que l'on va préparer à épouser plus tard de grands dignitaires du royaume. Enfin, le harem en Égypte ancienne, c'est un lieu de production, puisque, étant donné qu'il y en a plusieurs dans tout le pays, et que forcément un pharaon ne peut pas être dans tous les harems au même moment, il y a beaucoup de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre féminine, qualifiée, que l'on doit occuper. Et surtout, ce qui fait une grande différence avec le harem ottoman, c'est que les femmes qui y vivent ne sont pas cloîtrées. Au sein de cette institution royale qu'est le harem, vous avez une hiérarchie très stricte entre les différentes femmes du pharaon. Tout en haut, vous avez donc la grande épouse royale. C'est celle dont on traduit globalement le titre par reine. C'est elle qui va avoir bon nombre de fonctions cultuelles et rituelles auprès du pharaon. Elle peut également avoir un rôle diplomatique, mais surtout elle est chargée de donner un héritier à la couronne. C'est donc la femme la plus importante du pays, et bien sûr, dans le cas d'Akhénaton, cette femme, c'est Néfertiti. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle de façon presque élégante les épouses diplomatiques. Ces épouses, donc, ce sont les filles ou les sœurs de souverains étrangers qui ont été envoyées en Égypte afin de conclure une alliance avec le pharaon ou de la renforcer. La majorité du temps, ces épouses arrivent au harem, sont épousées par le pharaon et ensuite passent leur vie au harem. Il est très rare qu'elles aient des fonctions autres que diplomatiques. On n'a aucun exemple d'épouse diplomatique qui soit devenue grande épouse royale, par exemple. Elles ont un rôle très limité. Une fois que l'alliance est conclue, c'est fini. On n'en parle plus. Elles ont disparu. Ces épouses donc diplomatiques ne sont pas forcément envoyées seules. Par exemple, lors du mariage d'Amenhotep III, le père d'Akhénaton, avec une princesse mitannienne, elle arrive quand même avec une suite de 300 servantes et concubines qui vont toutes entrer dans le harem avec elle. Il est à noter par contre que l'inverse ne se produit jamais. On n'a aucun exemple de princesse égyptienne qui ait été envoyée dans un pays étranger afin de sceller une alliance. Non. Pharaon reçoit des épouses, mais il n'en envoie pas. À rang égal avec les épouses diplomatiques, vous avez les épouses secondaires. En égyptien, elles portent uniquement le titre d'épouse royale, contrairement à la grande épouse royale dont on a parlé tout à l'heure. Ces épouses secondaires, donc, une fois entrées au harem du pharaon, tout comme les épouses diplomatiques, on sait très peu de choses de leur vie.
Elles peuvent occuper des fonctions notamment rituelles auprès du pharaon, mais elles sont rarement représentées sur les bas-reliefs ou dans les textes, pour la simple et bonne raison que c'est la grande épouse royale qui occupe le rôle le plus important. Ces épouses secondaires, toutefois, elles peuvent avoir une importance beaucoup plus grande, puisque si la grande épouse royale ne parvient pas à donner d'héritier au pharaon, c'est le fils d'une de ses épouses secondaires qui est appelé à monter sur le trône, et je vous laisse imaginer les complots qu'il peut y avoir avec. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les ornements royaux et les beautés. Ces titres donc sont donnés à des femmes dont on cerne très mal la fonction exacte. On les traduit généralement par concubines, mais il est aussi possible que ce soit simplement des femmes qui ont été éduquées au sein du harem et qui ensuite ont été mariées à un haut fonctionnaire de la cour. À l'époque d'Akhenaton, donc, les 3 femmes les plus importantes du harem sont Néfertiti, sa grande épouse royale, Tilly, sa mère, et Kiya, donc son épouse secondaire. Mais donc, qui est Kiya? La vie de cette reine est très mal documentée, et vous allez voir que on aura beaucoup plus de questions que de réponses, et une quantité d'hypothèses absolument invraisemblables. On va commencer par un tout petit point d'onomastique, c'est-à-dire l'étude des noms. Kiya en égyptien, ça veut dire singe ou babouin. C'est pas exactement le genre de nom qu'on s'attendrait à donner à une reine, même si c'est une reine secondaire. Pour les égyptologues, il pourrait y avoir 2 solutions. Ou alors c'est un surnom, et le véritable nom de cette reine nous est complètement inconnu, ou alors ce serait peut-être la contraction d'un nom beaucoup plus long. Ce qui pourrait peut-être trancher entre la contraction d'un nom plus long et un surnom, ce serait le nom de ses parents. Mais ce serait beaucoup trop beau, on n'en a aucune idée. Le nom de ses parents n'est mentionné sur aucun document. Kiya n'est sans doute pas une princesse égyptienne, puisqu'elle ne porte ni le titre de fille du dieu, ni le titre de fille du roi, qui sont donc les titres habituellement associés aux princesses de cette période. La singularité du nom de Kiya, et le fait qu'elle ne soit pas une princesse égyptienne, ont conduit certains égyptologues à penser qu'il s'agissait d'une de ses épouses diplomatiques dont je vous ai parlé auparavant. On sait que le père d'Akhenaton, Amenhotep III, a épousé au moins 2 femmes qui venaient du Mitanni. Le Mitanni, c'était là. Pour Margabold, Kiya serait justement une de ces femmes. À la mort d'Amenhotep III, on sait que Akhenaton a récupéré une partie de son harem, qu'il a épousé une certaine Tadourepa, qui était donc une de ses princesses mitanniennes, et donc Margabold pense que c'est cette princesse mitannienne qui a changé son nom d'origine étrangère en Kiya. Kiya n'était pas une princesse égyptienne, d'accord. Mais par contre, rien n'empêche qu'elle ait été tout simplement égyptienne et qu'elle ait appartenu à cette haute noblesse qui gravitait dans l'entourage du pharaon. Ça expliquerait à la fois son nom et son absence de titre de type fille du roi ou fille du dieu. Si Kiya était bien une femme de la haute noblesse égyptienne, eh bien 2 théories se dégagent. La première la rattache à la famille maternelle d'Akhenaton. Sa mère donc s'appelle Tiyi, ses grands-parents Touya et Yuya, son oncle Aï. Kiya s'inscrirait dans cette lignée de noms à consonance un peu particulière. On pourrait dans ce cas-là faire de Kiya peut-être une cousine ou une petite cousine d'Akhenaton. Une autre théorie pourrait rattacher Kiya au vizir Aperel. Ce vizir donc porte également le titre de père du dieu. C'est un titre qu'on connaît assez mal mais qu'on traduit généralement par beau-père du pharaon. Auquel cas, tout simplement, il serait le beau-père du pharaon puisque sa fille Kiya aurait épousé Akhenaton. Il existe une 3e théorie concernant Kiya. Celle-ci est un petit peu tirée par les cheveux, mais je vous la présente quand même. Pour les personnes qui y croient, Kiya et Néfertiti seraient en réalité une seule et même personne. Kiya serait donc un nom plus intime, utilisé plutôt dans la sphère privée, et Néfertiti le nom de règne. Personnellement, je vous mets un portrait de Néfertiti, un portrait de Kiya, vous me trouvez la ressemblance, et puis vous me dites après. Bon, vous commencez à cerner le problème, très peu d'informations, beaucoup de théories. Et ce schéma se répète pour ses enfants. On sait que Kiya a donné au moins une fille à Akhenaton. Malheureusement, le relief sur lequel est inscrit son nom est très abîmé. On sait simplement que son nom pourrait commencer ou finir par le nom du dieu Aton. Cette fille, donc, est peut-être identique avec la princesse Bakhet Aton. Cette princesse, donc, est représentée sur plusieurs tombes d'Amarna,
mais ses parents ne sont jamais mentionnés. Quand on compare la longueur du nom de Akhenaton avec ce qu'il reste du nom de la fille de Kiya, ça pourrait correspondre. On a longtemps pensé que Kiya était également la mère de Toutankhamon, puisque Toutankhamon n'est jamais représenté avec la reine Néfertiti. Simplement, depuis les analyses génétiques qui ont été faites en 2010 par le docteur Zayawaz et son équipe, on sait que la mère de Toutankhamon était aussi la sœur de son père. Donc c'est à la fois sa mère et sa tante. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kiya n'est pas une princesse royale, ce n'est donc pas une sœur d'Akhenaton, elle ne peut donc pas être la mère de Toutankhamon. Bon, je vous ai présenté tant bien que mal les théories concernant les parents de Kiya, celles concernant ses enfants. Maintenant, qu'en est-il de ses relations avec Akhenaton, son royal époux? Je ne vais pas vous faire la liste de ses titres, je vous les affiche là. Ça fait beaucoup là, non? Le titre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est « Épouse du roi, sa bien-aimée ». C'est un titre qui est absolument unique dans toute l'histoire égyptienne. Aucune autre femme ne le porte. Il traduit peut-être un véritable lien d'affection entre Akhenaton et son épouse secondaire. Du coup, certains romanciers ont imaginé une espèce de triangle amoureux entre Akhenaton et ses deux épouses, Néfertiti qui deviendrait dans ce cas une espèce de figure diabolico-manipulatrice, opposée à la pauvre Kiya qui serait persécutée à la façon de la maîtresse d'un roi de France. Et là, je vais me permettre un tout petit aparté, vraiment tout petit. J'adore les fictions historiques, hein, vraiment. Que ce soit les livres, les romans, les séries, vraiment, j'adore ça. Mais, il ne faut pas confondre la fiction et l'histoire. La vérité, c'est qu'on n'a aucune idée des véritables liens qui unissaient tous les membres de cette famille ou tous les membres de n'importe quelle autre famille royale égyptienne. Tout ce qu'on sait des relations entre Akhenaton et ses deux épouses, et de façon plus générale, tout ce qu'on sait des relations familiales des pharaons et de leur famille, c'est les documents officiels. Ces documents officiels, donc, ils sont faits pour glorifier le pharaon et fixer son image pour l'éternité. Mais ils ne nous renseignent en aucun cas sur la réalité des relations familiales. C'est-à-dire que, contrairement à l'époque moderne, on n'a pas de journaux, pas de lettres qui puissent nous permettre de dire, effectivement, qui a été la favorite d'Akhenaton, ou au contraire, peut-être, effectivement, Néfertiti était l'épouse favorite d'Akhenaton. Si je prends un exemple plus tardif, celui de Ramsès II et Néfertari, en vrai, on n'en sait rien. Certes, Ramsès II a fait construire pour Néfertari un temple de 20 mètres de haut et la plus belle tombe de la vallée des reines. D'accord. Pour autant, tout ça, ça s'inscrit dans un programme beaucoup plus général de glorification de Ramsès II, de sa famille et de son pouvoir. Il ne faut pas oublier que Néfertari était la grande épouse royale de Ramsès II, mais qu'il en avait au moins une centaine d'autres, et que c'est surtout la mère de son premier fils, et que c'est pour cela qu'elle est autant mise en avant. Fin de l'aparté. Vous avez compris, on ne peut rien dire quant au titre de Kiya. Certes, c'est un titre qui est inhabituel et unique dans toute l'histoire égyptienne, pour autant, on ne peut pas affirmer avec certitude qu'il traduit véritablement un lien d'affection entre Akhenaton et Kiya, ou même éventuellement qu'il y a eu des rivalités entre Kiya et Néfertiti. Bon, on a déterminé tant bien que mal l'entourage de Kiya, maintenant on peut commencer à s'intéresser à sa vie. Vous connaissez la chanson, peu d'informations, beaucoup de théories. Son nom apparaît pour la première fois à Amarna, la nouvelle capitale fondée par Akhenaton en l'an 5 de son règne, soit vers 1350 avant Jésus-Christ. Elle est principalement représentée sur les murs du Marou Aton. C'est l'un des temples dédiés à Aton au sein d'Amarna, mais également sur plusieurs chapelles dites d'ombre solaire du grand temple d'Aton. Elle est peu représentée, mais les quelques bas-reliefs qui sont conservés sont très beaux et très habiles. Là, c'est une scène de purification, c'est un élément important du culte d'Aton. Là, elle est représentée avec Akhenaton. On peut la reconnaître à sa coiffure, qui est assez caractéristique, c'est une espèce de carré plongeant qu'on appelle la perruque nubienne. En revanche, elle n'a pas le droit à l'uréus, vous savez, c'est le cobra dressé au front des reines. C'est le privilège de la grande épouse royale. Kiya est attestée pendant environ 6 ans à Amarna, c'est-à-dire de l'an 5 à l'an 11 du règne d'Akhenaton. Le dernier document qui porte son nom, c'est une étiquette de jarre à vin qui a été produite sur son domaine personnel. On sait donc qu'en l'an 11, Kiya était toujours vivante. Mais ensuite,
et ensuite, plus rien. Pour Marc Gavold, qui pense donc que Kiya et la princesse Mitannienne Tadourepa sont la même personne, elle aurait payé le prix de la détérioration des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Mitanni. Pour Nicholas Reeves, qui au contraire pense que Kiya est la mère de Toutankhamon, elle aurait été victime d'un complot ourdi par Néfertiti. Quelle qu'a été la raison de sa disparition, une partie des monuments où elle apparaissait et où son nom était écrit ont été retaillés pour correspondre à l'image de la première fille de Néfertiti et Akhenaton, Méritaton. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, donc ce très beau bas-relief représentant une scène de purification, je vous mets en bleu le dessin original et en rouge ce qui a été retaillé pour correspondre à la figure de Méritaton. Le remplacement de l'image et du nom de Kiya n'indique pas forcément une disgrâce. En effet, il peut avoir une raison beaucoup plus prosaïque. Étant donné que le temple était construit, il avait besoin de fonctionner et pour cela il avait besoin d'une prêtresse. Comme Kiya ne pouvait plus effectuer ses fonctions rituelles, c'est Méritaton qui l'a remplacé. Très peu d'éléments de ce mobilier funéraire sont connus, mais on a 2 exemples qui sont attestés avec certitude. Pour ceux qui sont familiers avec le trésor de Toutankhamon, vous reconnaîtrez sans doute les vases canopes que je vous mets ici. Ces vases canopes, donc, ont été retrouvés dans le trésor funéraire de Toutankhamon, mais ils ont été usurpés de la reine Kiya. Ces vases représentent donc la seule attestation certaine du visage de la reine. L'autre élément du mobilier funéraire qui lui soit attribué avec certitude, c'est ce magnifique sarcophage. À l'intérieur de ce sarcophage, on a retrouvé une momie, et c'est une momie d'homme. Son sarcophage a été usurpé pendant l'Antiquité pour l'inhumation d'un autre mystérieux personnage, sur lequel je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Malheureusement, ce sarcophage a connu d'autres mutilations. Pendant l'Antiquité, des pilleurs sont intervenus et ont arraché le masque d'or qui le recouvrait, ainsi que détruit le cartouche qui aurait pu donner l'identité de la personne à l'intérieur et donc de ce mystérieux homme. Vous l'aurez compris, la réponse à beaucoup de questions posées dans cette vidéo pourrait être apportée par la momie de la reine Kiya. Malheureusement, à l'heure actuelle, elle est perdue dans les limbes de l'histoire. J'espère que ce tout petit aperçu du règne d'Akhenaton vous aura plu. Je sais, c'est très frustrant, beaucoup de questions, peu de réponses et peu de chances d'en avoir un jour. Mais globalement, c'est le cas pour toute cette période. Je vous mets la vidéo de Platy ici, le bouton pour s'abonner là, des ressources sympas en description, et je vous dis à très bientôt. Bisous poussiéreux.